Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en semaine, mais également le week-end, car l'information, c'est 7 jours sur 7 sur Monaco Info. Au sommaire, aujourd'hui, la principauté a dépassé la barre des 600 personnes touchées par la Covid-19. Régulièrement, nous faisons le point sur la situation sanitaire à Monaco, mais comment expliquer cette épidémie aux enfants et les sensibiliser au risque de transmission? Pour le savoir, nous avons contacté la pédiatre Stéphanie de Smet. Les études et statistiques nous aident-elles à mieux comprendre le contexte actuel et à préparer le futur? C'est la question que nous avons posée au président du conseil scientifique de l'Institut monégasque de la statistique et des études économiques, Pierre-André Chiappori, sera avec nous ce soir depuis les États-Unis. Mais avant cela, retour sur les annonces du gouvernement princier réalisées hier en conférence de presse. Les mesures sanitaires actuellement en vigueur en principauté pour faire face à l'épidémie de coronavirus ont été prolongées jusqu'au 18 décembre. Bonsoir Frédéric, pouvez-vous nous rappeler les principales restrictions à Monaco ? Le couvre-feu nocturne sera toujours en vigueur de 20h à 6h du matin avec le maintien du régime dérogatoire pour les restaurants, salles de spectacle et casinos jusqu'à 21h30. Le port du masque reste obligatoire en tout temps et en tout lieu dès l'âge de 5 ans, même dans les parties communes du domaine privé. Pour les restaurants entre 11h et 15h et entre 19h et 21h30, seul le service de restauration assis, déjeuner ou dîner est autorisé. Les règles dans les restaurants sont maintenues, 6 convives par table, la distanciation d'1,5 mètre entre les tables et la réservation obligatoire pour le dîner. À partir de 21h30, les clients devront quitter les lieux avec leur justificatif, prouvant la date de départ en cas de contrôle par la sûreté publique. Les bars, discothèques, salles de sport, piscines et spas restent fermés. La France autorise l'accès à son territoire, mais dans un rayon de 20 km par rapport à son domicile et pour 3 heures de temps. Pour vous y déplacer, vous devez vous munir d'une attestation téléchargeable sur le site du ministère de l'Intérieur français. Merci Frédéric. Et pour être complet, notez également que les rassemblements seront interdits sur la voie publique le soir du 31 décembre. Ces mesures sont certes plus souples que celles prises en France, mais elles ont le même objectif, ralentir la propagation du virus. Comment expliquer la situation aux enfants et comment les sensibiliser aux différents risques de transmission? Bonsoir Stéphanie de Smet. Bonsoir. Première question que nous avons déjà abordée ensemble, mais qu'il est important peut-être de reposer. Est-ce que les enfants contribuent à la transmission de la Covid-19 ? Plus le temps avance et plus on a comme hypothèse que l'enfant est un faible transmetteur du virus, que le risque de transmission d'un enfant vers un enfant ou d'un enfant vers un adulte est faible, beaucoup plus faible que deux adultes entre eux, mais ce risque, malgré sa faiblesse, existe quand même. Donc il est non nul, mais il est beaucoup moins important que d'un adulte vers un autre adulte ou d'un adulte vers un enfant. Comment parler aux enfants du coronavirus? Comment leur expliquer que le port du masque, par exemple, est important, tout comme le lavage des mains? On peut tout à fait, sans culpabiliser l'enfant, lui expliquer qu'il y a des moments où c'est fortement recommandé pour se protéger, pour protéger toute la famille, de porter le masque, de bien encadrer le nez et la bouche. Et je crois qu'il faut expliquer le mode de transmission de ce virus qui va partir des petites gouttelettes de salive et puis qui va aussi être un peu dans l'espace aérien, surtout quand on est dans des endroits fermés. Donc bien entendu, il faut leur expliquer pourquoi on a le masque à l'école et pas lorsqu'on va dans des espaces plus ouverts, bien entendu, et les moments qui sont importants. Voilà. Surtout cibler sur les moments où le risque de transmission est le plus important et leur expliquer pourquoi. Voilà. Vous évoquez l'âge des enfants. On parle notamment du dispositif sanitaire dans les écoles, dans les collèges et dans les lycées. Mais dans les crèches, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a encore plus de vigilance? Alors, la vigilance est différente parce qu'en fait, il y a des moyens de prévention. La distanciation sociale à la crèche n'existe pas entre les enfants, ni entre les enfants et les auxiliaires qui s'en occupent, bien heureusement. L'enfant en crèche va pouvoir éventuellement transmettre le virus
par des biais qui sont moins fréquents chez l'enfant plus grand. Par exemple, les transmissions indirectes sur les surfaces sont plus importantes, donc on va être plus vigilant au nettoyage des surfaces. On va être aussi plus vigilant sur le personnel entre eux, hein, dans ces espaces où les enfants sont souvent un petit peu confinés. Et on va mettre beaucoup l'accent sur l'aération des pièces, parce que les enfants ne portant pas de masque, bien entendu, il faut ventiler le plus possible les espaces. Docteur, quelles sont les questions les plus fréquentes, les questions que l'on vous pose plus fréquemment des enfants, mais aussi des parents? Alors, les enfants posent étonnamment assez peu de questions, mais même quasiment pas de questions, comme si vraiment c'était quelque chose qui leur avait... Ils ont pris ça comme une habitude. Les parents sont plus inquiets, ce qui est tout à fait normal. Donc la première question, c'est est-ce que vous en avez eu? Parce que c'est toujours, ça fait partie des premières questions. Est-ce que vous avez eu des cas d'enfants diagnostiqués Covid? Donc bien entendu qu'il y en a eu, mais le nombre est infiniment plus faible que ce qu'on a pu observer dans la population adulte. Maintenant, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de questions à l'approche des fêtes de Noël, hein, de personnes, de parents qui ont besoin de protéger l'intégralité de la famille. Et donc, c'est vrai qu'on a un peu plus de questions, notamment sur les tests, hein, les tests diagnostiques chez les enfants. Pour l'instant, on en a effectué très peu, mais il est probable qu'on ait en effectué dans les semaines qui arrivent avec l'arrivée des nouveaux tests. On peut effectuer un test PCR sur les enfants? Bien entendu, on peut effectuer un test PCR et un test de diagnostic rapide, hein, qu'on a récemment au sein de la Principauté. Ces deux tests sont faisables. Le prélèvement est le même, hein, que celui pour les adultes. Je pense que ça peut très bien se passer pour les enfants, qu'il n'y a pas d'invasivité plus importante. Il faut juste prendre le temps de bien installer l'enfant, de le mettre en situation de réconfort auprès de ses parents. Et puis, ce test peut tout à fait être effectué sans aucune difficulté. Les différentes mesures font aussi que les enfants ne font plus d'activités sportives. Là aussi, il faut être attentif à cela. C'est vrai que la sédentarité et finalement, au long cours, risque d'apporter pas mal de complications chez ces enfants. On a besoin que les enfants fassent de l'activité, qu'ils bougent. C'est ce qui leur permet de diminuer les risques pour la vie plus tard et puis de diminuer aussi les risques de morosité. Et on s'aperçoit qu'effectivement, il y a un peu de morosité chez ces adolescents qui font plus de sport. Voilà. Alors que faire? Quels sont vos conseils? S'entraider, je crois. Hein. Les enfants s'entraident bien entre eux. Ils ont besoin de cette vie sociale que leur permet l'école, le collège. Donc, à tout prix, maintenir les structures scolaires en place. Je pense que c'est essentiel pour le maintien du moral de ces jeunes. Et puis les encourager dès que possible à faire une activité en extérieur avec leurs parents, avec leurs proches, bien entendu. C'est quelque chose il va falloir vraiment insister sur la reprise des activités sportives et limiter la sédentarité qui peut être un fléau chez les jeunes. Voilà. Merci beaucoup Stéphanie De Smet d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Vous le savez, la qualité de vie en Principauté est au cœur des préoccupations du gouvernement princier. Dans le cadre du chantier du Grand Ida, il a été proposé aux riverains des Mélèzes un changement de leurs fenêtres. Il faut dire que l'immeuble date des années 70. L'objectif étant d'améliorer le confort thermique et acoustique. Le reportage de Juliette Rappert. Dans le cadre du maintien de la qualité de vie, le gouvernement princier a décidé d'initier une campagne de pose de double vitrage sur toute la périphérie du Grand Ida. L'intérêt principal de cette campagne, c'est d'apporter un plus pour le confort phonique des résidents. De plus, il est intéressant de noter que ces doubles vitrages ont aussi des qualités thermiques. Donc ça va permettre d'amener un confort et une meilleure consommation énergétique des bâtiments. Cette campagne se déroule en 2 étapes, l'étude sonore des différents appartements et la pose de ces nouvelles fenêtres. Ce qu'on attend, c'est une diminution du bruit, bien sûr. Je sais bien qu'on n'aura pas la totalité de la diminution, mais bon, une partie du bruit, c'est important, surtout sur le devant. On donne directement sur le chantier. Là, c'est vrai que c'est très, très embêtant, hein, ce bruit toute la journée. La campagne s'adresse seulement aux particuliers, locataires ou propriétaires. Elle est entièrement prise en charge financièrement par l'État et s'achèvera au premier trimestre 2021. Nous parlions tout à l'heure de la prolongation des mesures en Principauté, une décision motivée notamment par les chiffres de la situation sanitaire en Principauté. Justement,
Les chiffres jouent-ils un rôle dans la politique à conduire dans le contexte actuel? À quoi servent les études et les statistiques et que démontrent-elles? Pour en parler, nous sommes avec le président du conseil scientifique de l'INSEE. Il nous fait l'honneur d'être avec nous depuis les États-Unis. Bonsoir Pierre-André Chiappori. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le rôle du conseil scientifique de l'INSEE? Écoutez, le conseil scientifique a pour mission de valider un certain nombre d'initiatives de l'INSEE. Par exemple, nous avons, ce qui est formellement notre rôle, validé la mise en place des études pour l'évaluation du PNB 2020. Donc, c'est une évaluation qui aura lieu en 2021. Et puis, par ailleurs, de conseiller l'INSEE sur des points techniques ou généralement statistiques particuliers, et puis plus généralement de soutenir l'action de l'INSEE, de garantir ses missions, c'est-à-dire en particulier la transparence, l'indépendance, etc. Le conseil scientifique que vous présidez vient de se réunir. De quoi a-t-il été question? On a parlé évidemment des conséquences du Covid. D'ailleurs, je voudrais en profiter pour saluer la qualité extraordinaire du travail qui a été fait par l'INSEE. Alors, dans le détail, on a parlé d'une part d'un certain nombre de dossiers qui étaient en cours, y compris des choses relativement difficiles qui posent des problèmes de confidentialité, par exemple les questions de violences faites aux femmes, etc. On a parlé d'une étude qui avait été réalisée par l'INSEE et qui a été présentée publiquement il y a quelques mois sur la consommation de drogue et d'alcool par les jeunes, en particulier au niveau du lycée, et qui est une étude dans laquelle Monaco se situait dans le cadre d'une étude internationale, ce qui était très intéressant. Et puis, on a beaucoup parlé du Covid et de l'impact sanitaire et économique. Les derniers travaux, les dernières études ont pu nous donner des indicateurs? Alors oui, en plein fil de l'actualité se situent les rapports qu'a fait l'INSEE, d'une part sur l'état sanitaire de la pandémie et d'autre part sur les aspects économiques. Alors, je ne peux pas vous en dire beaucoup parce que c'est des données qui, pour le moment, sont confidentielles au sens où elles vont être présentées en priorité au gouvernement monégasque. Mais je peux vous dire que, d'une part, du point de vue de la pandémie, alors, les chiffres sont connus et je dirais que la principauté s'en sort bien. On a vraiment l'impression que l'ensemble des mécanismes qui ont été mis en place pour limiter l'évolution de la pandémie ont bien fonctionné. Du point de vue économique, alors d'abord, il est trop tôt pour avoir une idée précise. Je pense qu'on pourra estimer l'impact économique du Covid vers au plus tôt la fin de l'année 2021, et encore à supposer que les choses se soient calmées d'ici là, qu'un vaccin ait pu être disponible, qu'il n'y ait pas une mutation, etc. On voit en tout cas que les dispositifs mis en place, en particulier les dispositifs d'aide au maintien de l'emploi, ont joué un rôle très important. L'économie monégasque a souffert, comme à peu près toutes les économies au monde, mais les choses auraient pu être pires. Est-ce que ces statistiques jouent un rôle? Est-ce qu'elles nous permettent d'entrevoir le futur? Écoutez, je pense qu'elles jouent d'abord un rôle en termes de conduite de la politique économique, parce qu'il est impossible à un gouvernement de prendre des mesures politiques sans avoir, avant toute chose, une idée exacte de la situation, et ça, c'est vraiment le rôle de l'INSEE. Dans ce cas-là, vous savez, les statistiques ne font pas de miracle. Nous avons des scénarios, et nous pouvons explorer ces scénarios, et puis essayer d'adapter l'action publique en fonction de ce que nous disent les chiffres. Les chiffres sont des indicateurs vraiment fiables? Oh oui. Oui, alors, comme toujours, c'est-à-dire, j'insiste là-dessus parce que je suis actuellement aux États-Unis et je vois monter une espèce de nihilisme ou de relativisme consistant à dire on ne peut rien croire, il n'y a pas de vérité objective, on ne saura jamais, etc. Non, les chiffres ne mentent pas à condition de les traiter de façon professionnelle. Dans le cas du Covid, par exemple, là je parle pas de la principauté, mais je parle des États-Unis, de la France, etc. On sait que des chiffres comme
le taux d'infection, c'est des chiffres qui sont à prendre avec une grande précaution parce que ça reflète au moins autant la qualité de l'appareil médical nécessaire pour faire les tests que la réalité de diffusion de la pandémie. Mais en revanche, les études de surmortalité, c'est-à-dire comparer la mortalité normale sur une période donnée de l'année avec la mortalité spécifique de l'année 2020, ça donne des idées très précises. Et alors, notamment, l'INSEE a les moyens techniques de faire ce genre d'études. Merci beaucoup Pierre-André Chiappori d'avoir été avec nous ce soir pour nous apporter cet éclairage. Merci à vous. Passons au sport et au basket. La Roca Team disputait un match amical hier après-midi face aux Sharks d'Antibes à la salle Gaston Médecin. L'AS Monaco Basket s'est largement imposé 95-64. Le résumé de cette rencontre est signé Frédéric Elion. Privé de Dibost et Mathias Le Sort partis en sélection et de JJ O'Brien laissé au repos, la Roca Team a livré un match sérieux pour venir facilement à d'Antibes. Dans une saison un peu folle où le calendrier peut réserver 3 matchs en 8 jours, puis plus rien pendant 2 semaines, cette rencontre a permis aux joueurs de garder du rythme. Rob Gray a été excellent avec 20 points en 22 minutes, dont un joli 6 sur 8 à 3 points. Abdoulaye Ndoye, 13 points, 4 interceptions et Daral Willis, 17 points, 12 rebonds ont aussi brillé. Avec son intensité défensive, Monaco a volé de nombreux ballons pour s'offrir des points faciles en transition. 16 ballons perdus pour Antibes à la mi-temps, 22 au total. Côté Sharks, Ali Traoré termine meilleur marqueur avec 14 points. La Roca Team a fait la course en tête du début à la fin. Plus 12 après 10 minutes, plus 25 à la mi-temps, plus 41 dans le 4e quart-temps pour une victoire de 31 points au final. Coach Mitrovic a également profité de ce match pour donner du temps de jeu aux jeunes. 17 minutes sur le parquet pour Boukari Sissoko, 15 pour Yohan Choupas, 12 pour Kevin Keliki, 6 pour Jordan Raton et 4 pour Rudy Demailly. This guy from Espoir, and Kevin and Boukari and all these guys helping us a lot. Jordan too, they're helping us a lot in our training process now, especially when we practice now. We have a lot of time to practicing. I invite all like this interesting guy for us, and I think he improved. Not only Kevin and Johan from beginning, Johan and Rudy, but now you see Book play good part of the game. Kevin do great part. I think the guy have some potential, and I just finished my speech in the locker room. For all these guys, they have chance if they play hard and they work hard, play hard. If they use the chance that I give him, maybe can you grab this? You know, this is the basketball. Ça nous a permis de prendre du rythme. On a tous pu participer à cette victoire, donc c'est cool. Les espoirs comme nous, les plus jeunes de l'équipe, donc ouais, c'est cool. Ça fait du bien aussi de pouvoir jouer. De côtoyer des joueurs comme Dibos, Rob Gray, Marcos Knight, je ne vais pas tous les citer parce que ça va être long. Mais ouais, franchement, ça fait progresser, c'est sûr. L'intensité qu'ils mettent même aux entraînements et ce que je vois en match, franchement, ça fait progresser. On ne peut que progresser dans une équipe comme ça. Et Frédéric, on connaît le programme complet de la Roca Team pour le mois de décembre. Le comité directeur de la Ligue nationale de basket l'a annoncé avant-hier. La Jeep Elite va profiter du mois de décembre pour mettre à jour son calendrier et jouer les matchs qui avaient été reportés depuis le début de saison. La Roca Team disputera donc 6 rencontres en décembre, 2 seulement à la salle Gaston Médecin, 2 matchs d'Eurocup face à la Virtus Bologne le 9 et Andorre le 29, et 4 donc à l'extérieur, 2 matchs de Jeep Elite à Pau le 6 et Boulazac le 26, et 2 déplacements européens à Krasnodar le 16 pour affronter le Lokomotiv Kuban, et en Lituanie 2 jours plus tard le 18 à Panevesis. La Roca Team qui connaît également son adversaire en Coupe de France. Les 8e de finale de Coupe de France se dérouleront le mardi 9 février prochain. Monaco se déplacera sur le parquet d'une équipe de Jeep Elite et affrontera le vainqueur du dernier 16e de finale, Orléans ou Boulazac. Il y avait de la Formule 1 cet après-midi avec les qualifications du Grand Prix de Bahreïn, Frédéric. Et une fois de plus, Lewis Hamilton s'est montré le plus rapide sur sa Mercedes, le Britannique signe la 98e pole position de sa carrière devant son coéquipier Valtteri Bottas et Max Verstappen. En première ligne, la saison passée, les 2 Ferrari ont été éliminés en Q2. Charles Leclerc s'élancera en 12e position sur la grille, juste derrière Sébastien Vettel. Et on termine par du football. Monaco reçoit Nîmes dimanche à 15h au Stade Louis II.
Les joueurs de Niko Kovac ont intégré le top 5 après une belle série de 3 victoires consécutives face à Bordeaux, Nice et surtout face au Paris Saint-Germain. L'entraîneur monégasque espère que cet exploit ne sera pas sans lendemain. Immediately, the day after, I said to the players, okay, it was a big victory for us, for the team and for the players, but now we must put the focus on the new opponent, Nîmes. So there is no place to be lazy, there is no place to think it will be going by their own way, very easy. So we worked hard and I want also the players to be focused because now everyone is expecting an easy win against Nîmes, but it will not be easy. And if you want to be a good team, a better team, a good player, a top player, you must try to win the next games after such a big victory against PSG. Niko Kovac qui pourra compter sur le retour de Wissam Ben Yedder et de Ruben Aguilar pour ce match face à Nîmes demain à 15 h. Merci Frédéric, on vous retrouve dans quelques instants pour les prévisions météo. Place à présent à votre rendez-vous du samedi, le coup de cœur de la médiathèque de Monaco. Le choix de Céline Sabine s'est porté aujourd'hui sur un roman graphique d'Émilie Carroll. Il s'intitule Speak et est en lien avec l'actualité de cette semaine et la date du 25 novembre qui correspond à la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Mon coup de cœur cette semaine s'intitule Speak. Ce roman graphique nous plonge dans l'histoire de Melinda, une jeune lycéenne traumatisée par le viol qu'elle a subi et dont elle ne parvient à parler à personne. D'ailleurs, elle ne parle quasiment plus et est rongée par la peur et même la culpabilité. Les dessins sont en noir et blanc, mais sont très expressifs et nous immergent dans l'état d'esprit, les émotions et la mélancolie de Melinda. Le sujet, difficile forcément, est cependant traité avec beaucoup de finesse et ne se concentre pas sur les scènes violentes, mais plutôt sur ce que ressent la jeune fille, un peu comme un journal intime. Ce livre coup de poing nous alerte sur les difficultés que rencontrent les victimes de viol pour s'exprimer, mais aussi pour dénoncer leurs agresseurs. Melinda se reconstruira peu à peu, notamment grâce aux cours d'art plastique du lycée, et surtout retrouvera les mots pour exprimer ce qu'elle a vécu. Je vous invite à découvrir ce livre dont le sujet touche particulièrement l'équipe de la médiathèque qui s'associe à la lutte pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. Comme pour Melinda, puisse la parole des victimes se libérer. Voilà pour le coup de cœur de la médiathèque de Monaco. On passe aux prévisions météo. Une amélioration est-elle prévue pour dimanche, Frédéric ? Oui, fini les nuages et la pluie, retour du soleil dimanche, Émilie, avec un ciel bien dégagé toute la journée. En ce qui concerne les températures, il fera 10 degrés le matin et 15 l'après-midi. Le soleil se lèvera à 7h40 pour se coucher à 16h56. Dimanche 29 novembre, nous fêterons les Saturnins. Merci Frédéric et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info, y compris en ce dernier week-end de novembre. Temps maussade aujourd'hui sur la principauté, preuve que l'automne est bien là, mais aussi que la période des fêtes de fin d'année approche à grands pas. On se quitte justement avec l'œil de notre photographe Manuel Vitali. À demain pour le best-of de la semaine sur Monaco Info.